Bonsoir et bienvenue. Et oui, nous voilà de retour. On a rangé les pédalos, acheté un nouveau cartable, taillé nos crayons. Ça sent la rentrée. Avec ce soir, comme toujours, une sélection de nos meilleurs clubistes. Ils sont journalistes, essayistes, dessinatrices et vont s'attaquer à l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, François Bayrou soumet l'avenir de son gouvernement à un vote de l'Assemblée dans 10 jours et dramatise la situation économique et financière du pays. Nous vivons un moment critique de notre histoire nationale. Chaque famille se trouve menacée par la dérive de nos comptes publics. Mais le pari du Premier ministre accroît un peu plus l'incertitude financière. Alors pourquoi une stratégie aussi risquée et quelles seraient les conséquences de la chute du gouvernement pour l'économie française? On en débattra. Puis notre invité de la semaine nous fera découvrir Le bruit du blé, le titre de son spectacle hommage à l'écrivain Jean Giono. Gaël Faure est un artiste champêtre dont les concerts en plein air sont des odes à la nature et les tournées des moissons. Cet artisan aux mains vertes chante le lien vital à la terre et laboure nos campagnes pour que notre joie demeure, évidemment. Et en fin d'émission, nous accueillerons un petit nouveau que vous connaissez déjà, un certain David Castello-Lopez. Salut David. Et comment ça va, Renaud? Ça va David. Alors votre chronique s'appelle « Le monde des choses » et de quelle chose allez-vous nous parler ce soir? Alors, je vais vous parler de nourriture industrielle. La nourriture industrielle, elle a mauvaise presse. Hein. On dit oui, c'est mauvais pour la santé, ça provoque le décès des gens. C'est sans doute vrai, mais elle a aussi des qualités, la nourriture industrielle. Et je vous montrerai donc comment ce sneakers peut être préféré à ce pamplemousse bio. Miam miam. Eh bien, à tout à l'heure David. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes. C'est parti. Bonsoir Marjorie Adelson. Bonsoir Renaud. Bienvenue Marjorie. Merci. C'est un bonheur que de savoir que vous serez désormais avec nous tous les vendredis. Oui, bonheur partagé. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Bonsoir Frédéric Saïs, c'est un bonheur aussi de vous retrouver comme d'habitude. Et vous aussi, je compte sur vous aussi la semaine prochaine, mais dès ce soir. Oui. Bienvenue à tous les deux et voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir Rokhaya Diallo. Bonsoir Renaud. Ravi de vous accueillir Rokhaya. Je rappelle que vous êtes journaliste, réalisatrice, éditorialiste pour le Washington Post et The Guardian et que vous venez de publier un dictionnaire amoureux du féminisme chez Plomb. Bienvenue à vous, à vos côtés Laetitia Strauch-Bonnard. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Essayiste et journaliste, votre dernier livre, La gratitude, récit politique d'une trajectoire inattendue, est paru aux éditions de l'Observatoire. Et à vos côtés, Paul Melun. Bonsoir Paul. Bonsoir Renaud. Bienvenue, écrivain. Votre dernier livre en date, Et si le prochain président était un roi, coécrit avec Philippe Viguier-Desplaces, est paru aux éditions Mareuil Éditions. Et au pupitre, qui est là? Mais c'est Coco. Comme il dit ça. Comment ça va Coco? Ça va Renaud. Je suis content de vous retrouver Coco, dessinatrice à Charlie et Libération bien sûr. Et je précise Coco que vous participez à l'exposition hommage au surréaliste Clovis Trouille à la galerie Art Factory à Paris. Ce sera à partir du 3 septembre. Exactement, merci. Formidable Coco. On va commencer tout de suite Frédéric avec la première actualité bien sûr. Cette première actualité de la semaine, eh bien, c'est l'antisémitisme au cœur d'une nouvelle polémique entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. La lutte contre l'antisémitisme ne saurait être un sujet d'instrumentalisation. Voici la réponse sèche d'Emmanuel Macron. Cette semaine à Benjamin Netanyahou, le dirigeant israélien avait accusé le président français d'attiser, je cite, le feu antisémite en annonçant la reconnaissance prochaine de l'État palestinien par la France. Dans une lettre au ton cinglant, Emmanuel Macron lui rappelle les mesures prises depuis 2017 pour lutter contre l'antisémitisme, dont la mobilisation par exemple de 15 000 policiers après les massacres du 7 octobre en Israël pour protéger les sites de la communauté juive. Laetitia Strauch-Bonnard, Emmanuel Macron a raison de dire que Benjamin Netanyahou instrumentalise l'antisémitisme. Il me semble que oui. Il le fait en créant une confusion entre deux sujets, l'antisémitisme d'une part et, on le sait, en filigrane, la reconnaissance de l'État palestinien par la France d'autre part. Oui, bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme en France et c'est évidemment scandaleux. Et cet antisémitisme est en recrudescence depuis le 7 octobre. Mais il n'y a pas de lien entre le fait de vouloir reconnaître l'État palestinien et le fait que l'antisémitisme existe ou se développe. J'ai même envie de dire que ça pourrait être le contraire. Si on reconnaît l'État palestinien, on peut imaginer que certains actes antisémites soient moins visibles et décroissent. Parce que l'antisémitisme est parfois aussi une réaction à ce qui se passe au Proche-Orient. Bien sûr, une réaction qui n'est absolument pas légitime. Peut être attisée. Mais c'est souvent attisé par ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron reconnaît l'État palestinien pour cette raison. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe.
l'interaction entre ce qui se passe au Proche-Orient et chez nous est beaucoup plus complexe. Et c'est assez regrettable de vouloir créer cette confusion-là. D'ailleurs, Rokhaya Diallo, il y a effectivement les chiffres, le nombre de faits recensés depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas en France d'antisémitisme ont quasiment triplé, même s'il y a eu une décrue ces 6 derniers mois. Le risque, c'est que ces chiffres soient totalement engloutis derrière ces querelles diplomatiques. Effectivement, l'antisémitisme, c'est un sujet sérieux qui est vraiment ancré dans l'histoire de France et qui a malheureusement continué à se perpétrer de manière particulièrement violente en France, non seulement depuis le 7 octobre 2023, mais aussi auparavant, parce qu'on est un des rares pays européens qui a connu sur son sol des agressions ciblées envers les Juifs et des attentats. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement important. 2 attaques de synagogue l'an dernier, par exemple. Absolument, voilà. Et des personnes qui ont été... quand on regarde la liste des attaques qui sont listées, ce sont des attaques à la personne qui sont majoritaires, mais aussi des attaques aux biens. Donc c'est un sujet absolument sérieux, mais je pense qu'on peut absolument pas considérer que le fait de reconnaître la dignité d'un peuple et la nécessité du fait que le peuple ait un État à la montée de l'antisémitisme et considérer qu'on ne peut pas faire cette demande de la reconnaissance d'un État palestinien sans que ça ait une incidence sur l'antisémitisme, d'autant plus que dans sa lettre, Benyamin Netanyahou salue le prétendu travail de Donald Trump contre l'antisémitisme, alors que plusieurs recherches ont montré que dès son premier mandat, en fait, la rhétorique de Trump a contribué à l'augmentation de l'antisémitisme aux États-Unis. Il y a d'ailleurs une synagogue qui avait été attaquée à Pittsburgh, faisant le plus grand nombre de morts juifs morts dans un attentat aux États-Unis, quoi. On a vu d'ailleurs l'ambassadeur américain, l'ambassadeur des États-Unis, Paul Melun, voler au secours de Benyamin Netanyahou en quelque sorte et s'en prendre aussi à Emmanuel Macron sur ce sujet de la lutte contre l'antisémitisme. Absolument, mais vous avez raison de le citer, c'est-à-dire que l'ambassadeur américains comme Benyamin Netanyahou font de la géopolitique, pourrait-on dire, de la politique tout simplement, là où ils devraient rappeler des faits. Effectivement, l'antisémitisme monte dans tout l'Occident, c'est une lame de fond extrêmement puissante, notamment malheureusement à la faveur du 7 octobre. L'antisémitisme est en train de muter, parfois il se confond dans une forme d'antisionisme qui est un antisémitisme qui ne dit pas son nom, et cette lame de fond-là, si vous voulez, Emmanuel Macron n'y est absolument pour rien. Il voudrait l'augmenter, l'antisémitisme, qui n'en aurait pas les moyens. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Et la reconnaissance de l'État palestinien est une décision politique qui s'inscrit dans une tradition française vieille de plusieurs décennies, instaurée par le général de Gaulle en 1967, dans une conférence de presse où déjà il parlait de la reconnaissance de tous les États de la zone. Donc en fait, ce qui déplaît à Benyamin Netanyahou, c'est la position diplomatique de la France. Et donc il prend des prétextes, comme M. Kushner, l'ambassadeur américain, pour essayer de décrédibiliser, de discréditer la voix de la France au niveau international en s'attaquant à de la politique nationale française et à un fléau qui est l'antisémitisme. Laetitia Stroche-Bonnard, là on est dans l'escalade verbale, mais jusqu'où peut aller justement cette rupture entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron? Est-ce que vraiment on peut avoir une vraie rupture là, surtout avec ce qui va se passer en septembre et la reconnaissance par la France lors de l'AG de l'ONU? Crise diplomatique est tout à fait possible. D'ailleurs, elle est déjà là. Mais vraiment de la part du dirigeant israélien, ce serait vraiment une erreur parce qu'il a quand même besoin d'alliés. Il a besoin d'alliés, bien sûr, il a l'allié américain, mais il a aussi besoin d'alliés en Europe. Après, on voit bien qu'il est acculé et qu'il n'a pas énormément d'options aujourd'hui, en tout cas selon les marges de manœuvre qu'il a, et notamment avec un gouvernement qui est en grande partie d'extrême droite et qui le pousse à avoir cette politique et cette rhétorique agressive. Un dessin de Coco. Mais je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Pour Netanyahou et son gouvernement, toute initiative pro-palestinienne sera jugée comme antisémite. Merci Coco. Un deuxième dessin ? Deuxième dessin pour Emmanuel Macron, qui répond à Netanyahou. Je libérerai les Juifs de la haine antisémite. Voilà, il joue gros. Merci Coco. Frédéric, on va passer à votre duel de la semaine. Ce duel, il oppose Donald Trump à l'une des principales responsables de la politique monétaire américaine. Oui, à ma gauche, Donald Trump, 79 ans, le président des États-Unis. À ma droite, Lisa Cook, 61 ans. Cette économiste siège au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale américaine. C'est l'institution la plus influente sur les questions monétaires. Elle décide notamment de baisser ou d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui a évidemment des conséquences en cascade sur l'ensemble de l'économie mondiale. Alors pourquoi Donald Trump s'est-il mis en tête de virer Lisa Cook? C'est la première femme noire à accéder à ce poste stratégique. Depuis une semaine, il multiplie contre elle les communiqués et les messages hostiles sur les réseaux sociaux. Officiellement, rien à voir avec le fait qu'elle a été nommée par Joe Biden il y a 3 ans. Non, pour justifier sa vendetta, Donald Trump est allé dénicher une obscure affaire de prêt immobilier signée par Lisa Cook. Il y a des années, elle aurait déclaré 2 résidences principales à la fois. Voilà un motif tout trouvé pour le président américain.
To have had an infraction, and she can't have an infraction, and especially that infraction because she's in charge of, if you think about it, mortgages, and we need people that are 100% above board, and it doesn't seem like she would. Alors d'abord, on ne savait pas que Donald Trump était aussi pointilleux sur le passé des personnes qu'il nomme ou qu'il démet. Par exemple, l'ambassadeur dont on parlait juste avant avait été condamné pour fraude fiscale avant d'être nommé par Donald Trump. Ça ne l'a pas empêché de le choisir. Tout cela ressemble en fait un prétexte. En réalité, Donald Trump cherche depuis des mois à prendre la main sur cette banque centrale américaine, qui est pourtant indépendante, statutairement du gouvernement. Trump a d'abord tenté de déstabiliser le patron de l'institution, le très placide Jérôme Powell, qui n'a jamais répondu aux provocations. Désormais, il essaye donc de s'en prendre à d'autres dirigeants, comme Lisa Cook, pour qu'ils abandonnent, pour qu'ils laissent leur place, en fait, et qu'ils soient remplacés par des émissaires trumpistes. Dans un communiqué, la gouverneure Lisa Cook refuse la manœuvre. Le président Trump n'a aucune autorité pour me licencier, écrit-elle. Je ne démissionnerai pas. Elle annonce un recours en justice. De son côté, la Banque centrale américaine, elle rappelle que ses membres sont protégés de toute intervention politique par la Constitution, sous-entendu justement pour qu'il n'y ait pas un président qui veuille s'arroger les leviers, les manettes pour régler les taux d'intérêt à sa guise, qui historiquement a toujours mal fini quand ça s'est produit. Rokhaya Diallo, ce licenciement très contesté pourrait remonter jusqu'à la Cour suprême qui devrait trancher. Ça, c'est un test, selon vous, pour la démocratie américaine? C'est un des nombreux tests qui a été effectivement créé par Donald Trump depuis sa présidence. Il faut savoir que c'est une première historique. C'est la première fois qu'un président des États-Unis tente de limoger la gouverneure de la Banque fédérale alors qu'elle est censée être autonome et justement prendre des décisions qui ne sont pas influencées par la sphère politique. Après les 100 premiers jours de Donald Trump, Amnesty International a considéré qu'il avait effectué un véritable assaut contre les droits humains avec de la cruauté notamment. Et je pense que ce qui se passe, ça fait partie de cet assaut antidémocratique qui est mené par Donald Trump et qui veut finalement placer dans toutes les administrations des personnes qui lui sont fidèles et qui lui seront redevables. Il avait aussi renvoyé la chef des statistiques après des chiffres du chômage décevants. Absolument, et de la même manière qu'il essaie d'émettre tous les juges en fait, qui lui ont été défavorables lors de ses mandatures précédentes. Mais Paul Melun, est-ce que la Fed, en l'occurrence, est-ce que la banque d'un État doit être indépendante ou est-ce qu'elle doit dépendre de la politique de cet État? C'est un vrai débat, d'autant que, vous savez, puisqu'elle a été nommée par M. Biden, ça veut bien dire que ce n'est pas si indépendant que ça. Par conséquent, la politique monétaire revêt une telle importance aux États-Unis d'Amérique, puisque le dollar est la monnaie la plus puissante du monde. On ne peut pas imaginer qu'une grande démocratie, moi je ne vais pas donner des leçons aux constitutionnalistes américains, mais en tout cas qu'une grande démocratie comme les États-Unis, il y ait effectivement cette indépendance, ça peut être questionné. Mais à ce moment-là, dans un débat politique, pas dans ce type de manœuvre où on prend un prétexte pour mettre des gens à sa botte. Là, effectivement, je rejoins ce que disait Rokhaya sur ce point. C'est-à-dire qu'il y a une volonté hégémonique de Trump sur l'ensemble des institutions clés de ce pays, parce que tout simplement, banalement, il veut faire sa politique économique, le dollar c'est central, donc il veut avoir la main sur la Fed, et donc il s'embarrasse, c'est Madame Cook qui est embarrassante pour lui, voilà tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Maintenant, est-ce que cette séparation des pouvoirs, comme nous avec Montesquieu, avec la séparation des pouvoirs en France, est-ce qu'elle a du sens en 2025 aux États-Unis? J'en suis pas convaincu. Un dessin, Coco. Eh bien oui, tous ceux qui s'opposent à ma politique économique virés, dit Trump, et encore plus quand ils sont noirs. Voilà. Et un deuxième dessin, Coco. Et un deuxième dessin, raciste un jour, raciste toujours. J'ai des documents pour virer cette Rokhaya Diallo de 28 minutes. Oh, mince. On n'en tiendra pas compte. Merci, Coco. C'est l'heure de la une internationale. C'était ce matin, à la une d'El País, le quotidien espagnol. Poutine anéantit les espoirs de paix en Ukraine avec une attaque contre Kiev. Des frappes russes massives ont fait une vingtaine de morts, dont 4 enfants dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs bureaux diplomatiques, dont celui de l'Union européenne, ont également été touchés. L'ambassadeur russe à Bruxelles a été convoqué. Les condamnations internationales se sont multipliées. Le Kremlin affirme vouloir poursuivre ses frappes en Ukraine, même si la Russie répète qu'elle est toujours intéressée par les négociations de paix. Alors comment analyser, Laetitia Stroche-Bonnard, la stratégie de Vladimir Poutine ? Eh bien, je crois qu'on a de quoi s'inquiéter sérieusement. D'abord, la diplomatie, la voie diplomatique ne semble pas fonctionner très bien, puisque vous devez vous rappeler quand même qu'il y a quelques jours, semaines, de grands sommets diplomatiques ont eu lieu en Alaska, que les dirigeants européens se sont rendus à la Maison-Blanche pour discuter de la situation en Ukraine et qu'on pensait quand même avoir franchi un pas. Il y a moins d'un mois, il y a déjà eu un bombardement meurtrier sur Kiev. Eh bien, on se retrouve un petit peu au point de départ, quelques semaines plus tard. Ça signifie quoi ? Eh bien, que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Enfin, il y a une duplicité évidente. Quand il dit la paix, il pense la guerre. Quand il dit guerre, il pense la paix. Vous voyez, on retrouve un peu ce double langage qui était aussi caractéristique des régimes soviétiques.
Et sa stratégie, eh bien, c'est une stratégie barbare, agressive. Je pense qu'il fait quand même une erreur, enfin plus d'une, en tout cas là il en fait une en particulier, parce qu'il sous-estime la sensibilité de Trump aux images. Vous croyez vraiment? Aux images, il a très souvent réagi, enfin pas très souvent, mais il a réagi aux images d'enfants, de soldats. Oui. Quand on touche, alors ce nerf-là, chez lui, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui a grandi dans l'univers de la télévision et qui l'a façonné aussi. Voir ces images-là touche d'une certaine façon sa sensibilité. C'est possible que ce soit un très mauvais coup de la part de Vladimir Poutine, en fait, eh bien de causer en fait, un carnage. Alors qui, certes, ne concerne pas des centaines de personnes, mais il suffit de dizaines de morts que l'on voit pour que ça crée une réaction, et notamment chez Donald Trump. Donc moi, je me demande si là, ça ne va pas aussi dans le sens d'une réaction américaine soutenue, ce qui est le cas. Les Américains ont annoncé qu'ils vendaient davantage encore d'armes aux Ukrainiens. Rocaille Diallo, le sommet il y a un peu plus de 15 jours, justement en Alaska, dont on a beaucoup parlé entre Poutine et Trump, avec cette autosatisfaction du président américain, il semble chaque jour un peu plus loin quand on voit ces images. Effectivement, en fait, on a l'impression que les rencontres entre Donald Trump et Vladimir Poutine semblent satisfaisantes du point de vue de Donald Trump, mais que ça ne change absolument rien à la stratégie russe, bien au contraire. Est-ce qu'on ça ne la conforte pas d'ailleurs? Est-ce que Vladimir Poutine n'a pas le sentiment d'avoir finalement la bienveillance de Donald Trump? C'est vraiment l'impression que ça donne, puisqu'effectivement, on a le sentiment que les Russes ont... quoi qu'ils fassent, ne font pas réagir Donald Trump. Là, ils ont carrément frappé en centre-ville en visant un bâtiment de l'Union européenne et un média américain. Et que ça ne fasse pas réagir le président qui a quand même été élu sur l'idée selon laquelle il ferait stopper toutes les guerres, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, Donald Trump avait rappelé que Melania Trump lui avait fait remarquer qu'à chaque fois qu'il recevait un appel de Poutine lui garantissant qu'il n'allait pas frapper, une frappe se déroulait aussitôt après. Donc, je ne sais pas c'est difficile de comprendre pourquoi Donald Trump reste silencieux alors que Poutine le défie de manière vraiment ostensible. 2 dessins de Coco. Laetitia, Trump vous répond directement. C'est vrai que je suis sensible, ça pourrait nuire à mon Nobel. Et un deuxième dessin, Coco. Et un deuxième dessin, négociation de paix en Ukraine. On ne peut décidément pas discuter avec la Russie. Merci Coco. Marjorie, voici maintenant votre point com de la semaine. Et ce soir, on revient sur la chanteuse américaine Taylor Swift qui a annoncé... Quoi donc? Ses fiançailles. Ses fiançailles, oui, c'est un futur mariage qui met en émoi le monde entier. En atteste par exemple la réaction de cette journaliste de la chaîne américaine CBS. Elle apprend la nouvelle juste avant un direct, regardez. Taylor Swift is engaged. Taylor Swift is engaged. Come back to me. She just posted it. Oh my God. Voilà, l'information Nous aussi, donc, quand on l'a appris tout à l'heure, on était, voilà, on était un peu moins réjouis qu'elle. L'information est donc devenue une breaking news. À l'origine, ce petit post publié sur Instagram mardi, voici la légende humoristique que Taylor Swift a publiée elle-même. Votre prof d'anglais et votre prof de gym vont se marier. Alors, le prof de gym s'appelle en réalité Travis Kelce. C'est un joueur de football américain de la NFL, la Ligue nationale. Donc, c'est un banc digital que l'on voit, mais surtout très efficace. En 1 heure, plus de 12 millions de likes. À l'heure actuelle, vous l'avez vu, c'est plus de 34 millions. Alors, c'est vrai que tout a quand même été très étudié. Le jardin romantique, le bisou et la grosse bague, bien visible sur les photos. Montant estimé à peu près 500 000 €. Alors, il faut dire que Taylor Swift, elle est très, très riche. C'est quand même une énorme pop star de l'industrie musicale. Elle a vendu plus de 170 millions d'albums dans le monde. En 2023, d'ailleurs, la fête dont vous parliez tout à l'heure, Frédéric, avait même confirmé l'impact positif de sa tournée sur l'économie américaine. Alors que c'est vrai que dès cette annonce, on a eu un petit peu l'impression que le pays s'était arrêté de fonctionner. Ce professeur, par exemple, a carrément décidé d'arrêter son cours. Taylor and Travis just got engaged. Due to this information, I can't focus, you all can't focus, class is canceled, get out of here. We gotta do this. Voilà, là, vraiment, c'est l'euphorie. Nous, on va continuer un peu l'émission quand même. On va continuer gentiment l'émission avec calme et sérieux. En tout cas, pour certains, la célébration a aussi été riche en glucides. Suite à l'annonce du mariage, du futur mariage, la célèbre chaîne de donuts Krispy Kreme a proposé des donuts gratuits pendant 2 heures.
Les donuts seront là pour quiconque a besoin de récupérer émotionnellement, dit le community manager. Alors au niveau des réactions, ça ne s'arrête pas là. Donald Trump lui-même a été sommé de réagir. Souvenez-vous, le président américain ne porte pas la chanteuse dans son cœur depuis qu'elle a appelé à voter Kamala Harris, la candidate démocrate lors des dernières élections présidentielles. À l'époque, il avait même écrit sur le réseau Truth Social « Je déteste Taylor Swift », le tout en majuscule, s'il vous plaît. Voilà, c'est quand on est vraiment très, très énervé. Pas content. Eh bien, mardi, suite à l'annonce des fiançailles, le président américain a été interpellé par une journaliste à la fin d'un conseil des ministres. Et bien clairement, il y a un changement dans le ton. I think he's a great player. I think he's a great guy. And I think that she's a terrific person. So I wish them a lot of luck. Voilà, une déclaration assez inattendue et plutôt sympathique, il faut le dire. Alors, beaucoup de gens se sont sentis, c'est vrai, personnellement concernés par l'annonce de celle qu'on surnomme la petite fiancée de l'Amérique. D'ailleurs, les fans de Taylor Swift, les Swifties, Renaud, comme on les appelle, se préparent déjà, eux, à ce mariage, et ce, comme s'ils étaient invités. Vous comptez vous habiller comment, nous dit cet internaute. J'hésite, étant donné que je n'ai pas encore reçu mon invitation. Moi, célébrant la nouvelle, comme si j'étais la demoiselle d'honneur, nous dit cette dame, en ouvrant carrément une bouteille de champagne. Un mariage, donc, vous l'avez compris, qui s'annonce comme un conte de fées, mais version féministe. Et oui, car dans ce conte moderne, la princesse, elle travaille plus, et en plus, enfin, elle travaille déjà, et elle est plus riche que le prince. La fortune de Taylor Swift est estimée à 1,6 milliard de dollars, celle de son futur époux à moins de 100 millions. C'est donc un écart colossal, et qui dit écart colossal dit quand même contrat de mariage. Les internautes, eux, d'ailleurs, se sont amusés de cette situation. Après la série, vous savez, des Martines, et bien maintenant, nous avons la série des Travis. Travis Kelce en train de lire le contrat de mariage, qui va, vous le voyez, jusqu'au sol. Il y a aussi Travis en train d'essayer de comprendre les termes du dit contrat. Paul Melun, on le comprend, ce mariage est extrêmement attendu. Est-ce qu'il faut s'attendre à des retombées économiques colossales pour les États-Unis? Voilà, votre question est très sérieuse par rapport à la légèreté de ce sujet. Je vous avoue que je ne suis pas personnellement un Swiftie. Je ne suis pas fan de la pop culture américaine en règle générale. On a vu l'impact quand même jusqu'à présent. Pour les fans de Taylor Swift, bien sûr que ça a un impact et c'est marrant. Comment vous l'avez surnommé? C'est la petite fiancée de l'Amérique. La petite fiancée de l'Amérique. Donc c'est que je trouve que la façon dont on l'a présentée, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de princier quasiment. Vous savez, nos amis britanniques sont pareils. Ils s'intéressent beaucoup au mariage de leur souverain à Kate Middleton, etc. Ils en font des caisses. Et là, c'est un peu pareil. Le fait que l'Amérique s'arrête de bouger pour une star de la pop culture qui va marier un joueur de sport, enfin un sportif, je trouve ça, moi ça me dépasse et je trouve ça, je vais faire ma mauvaise tête puis comme ça après on arrêtera, je trouve ça un peu grotesque et un peu ridicule. Vous croyez plus à l'amour en fait? Je crois, alors l'amour entre 100 millions et 1,2 milliard, moi je peux me marier pour 100 millions, 1,2 milliard, ça peut m'intéresser. Deux dessins d'une grande romantique. Coco. Le mariage de Taylor Swift, est-ce que Biden sera invité? Ne tardez pas trop, c'est la date déjà. Un deuxième dessin, Coco. Si Swift et qu'elle se marient, Trump ira leur jeter des gros grains de riz qui ressemblent à des balles de golf à la sortie de l'église. Merci, Coco. Frédéric, on va passer à une autre actualité de la semaine, la chute probable du gouvernement Bayrou qui plonge un peu plus l'économie française dans l'incertitude. Et avec une certaine nervosité sur les marchés, la bourse de Paris dévisse, la France emprunte désormais plus cher que le Portugal et l'Espagne pour sa dette. Et puis le ministre de l'économie, Éric Lombard, assume de ne pas repeindre en rose la situation financière du pays. Souvent, on me dit dans telle ou telle émission, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme l'Espagne ou le Portugal? Mais en Espagne ou au Portugal, c'est effectivement le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission. Donc il y a bien un risque que c'est un risque le FMI intervienne si d'aventure la situation financière se dégradait. C'est un risque que nous souhaitons éviter, que nous devons éviter, mais je ne vais pas vous dire que le risque n'existe pas. Pas vous dire que le risque n'existe pas. Le gouvernement a donc choisi de dramatiser l'enjeu, mais ce faisant, Rokhaya Diallo, est-ce qu'il ne risque pas de saper encore plus la confiance de l'économie, des entreprises, des marchés, autrement dit d'être totalement contre-productif? En réalité, ce qui crée de l'inquiétude sur les marchés, c'est aussi l'instabilité. Le fait que, effectivement, depuis la dissolution de l'année dernière, les gouvernements français se succèdent avec une incapacité à fédérer l'entité législative sur un budget, en tout cas une orientation économique. Et puis, ce qui crée aussi du trouble, c'est le fait d'avoir un pays qui est en ébullition et qui va potentiellement se manifester à travers des mouvements sociaux. Donc, de savoir qu'on va avoir une journée de blocage prochainement, que de nombreux Français et Françaises sont insatisfaits de leur gouvernement et qu'on leur envoie des messages de cet ordre-là
laisse à penser que notre pays est en train de couler, je pense que ça contribue effectivement à ce que notre pays n'apparaisse pas comme un pays stable. Et c'est ça qui inquiète. En même temps, Laetitia Roche-Bonnard, vous avez vu que François Bayrou se présente comme le nouveau Pierre Mendès France, qui assume de dire la situation, y compris sombre, des comptes publics. Il serait peut-être tombé de toute manière au moment du vote du budget à l'automne, en novembre. Est-ce que ça ne peut pas être une bonne stratégie de dire, voilà, j'annonce la couleur dès maintenant, dès la rentrée, je fais passer le message que les situations sont très compliquées, et finalement, ça va peut-être être moins pire, j'allais dire, que si on avait attendu tout le processus avec une éviction de François Bayrou manu militari. Je crois que dans tous les cas, la situation reste quand même très compliquée pour la France aujourd'hui. Enfin, on a l'impression de découvrir l'état de l'économie du pays, l'état notamment de sa dette publique, de son déficit public, mais tout de même, ça fait quand même des années qu'on le sait. Et d'ailleurs, on ne réagit plus. Ça fait des années que François Bayrou lui-même le dit d'ailleurs, bien avant d'être Premier ministre. Oui, mais il n'a certainement pas trouvé la bonne façon de le dire, ou il n'a pas non plus proposé, à mon avis, les bonnes réformes, parce que même là, dans le plan qui a été proposé il y a un mois, je trouve que par rapport à l'ampleur de la difficulté, ça reste assez modeste. Au fond. C'est trop peu, 43, 44 milliards d'économies. Forcément en termes de montant, en termes d'ambition. C'est-à-dire que il faut revoir les choses de fond en comble. Il faut arrêter d'essayer de boucher les trous, ça ou là, où on peut le faire. Donc il a raison d'être alarmiste, quitte à mais c'est étrange parce qu'il y a une sorte de contradiction entre son alarmisme et, je trouve, je me répète, la modestie de ses ambitions, notamment dans le contenu des réformes. Ça devrait toucher tous les domaines des services publics et on devrait se demander à chaque fois quel est le rôle de l'État. À quoi sert l'État? Dans quel domaine on veut de l'État? Dans quel domaine on veut moins d'État pour que les gens aient plus de liberté, plus de souffle? C'est ça, moi, que j'attendrais de dirigeants politiques. Oui, je suis d'accord, Laetitia, mais le problème, c'est qu'avec quelle majorité? Je veux dire, François Bayrou, alors, vous disiez Renaud, ça fait des années, on peut lui reconnaître une chose, c'est la constance. Ça fait même quand il était candidat en 2007, il expliquait que la dette, c'était un problème colossal pour le pays. Le problème, c'est que là, il est au pouvoir depuis quelques mois, avec aucune majorité, avec une assemblée qui est fragmentée. Donc, si on veut prendre des réformes structurelles, c'est vrai, et qui a bien beaucoup insisté d'ailleurs. Voilà. Mais si on veut prendre des réformes structurelles, il va falloir mettre d'accord les socialistes avec les LR, avec le RN, avec les Insoumis. Conséquences, Paul Melun, l'après 8 septembre, si le gouvernement Bayrou tombe, aux conséquences économiques et financières, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou est-ce que ça ne changera rien finalement et qu'un successeur de François Bayrou écopera après lui? Ça ne changera pas rien s'il n'y a pas de budget. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un budget. Ces économies de 44 milliards, il faudra peut-être les faire ailleurs. Pas sûr que ce soit 2 jours fériés à supprimer qui les fassent. Les milieux économiques, ils sont dans l'incertitude avec la France depuis un petit moment. Effectivement, ils nous croient revenus en 4e République. Vous parliez de Pierre Mendès France, où c'est la valse des ministères. Et ça inquiète beaucoup les acteurs économiques. On l'a entendu lors des journées du MEDEF cette semaine. Oui. Absolument. Mais si vous voulez, les réformes structurelles que les acteurs économiques seraient en droit d'attendre, elles nécessitent une majorité. Si on veut réindustrialiser le pays, si on veut simplifier et débureaucratiser le pays, si on veut réduire le millefeuille administratif et territorial, c'est pas François Bayrou ou même son successeur, aussi bien intentionné du monde soit-il, qui va pouvoir mener ces réformes. Donc Emmanuel Macron a mené certaines réformes qui ont été très importantes pour les milieux économiques quand il est arrivé. Moi, je salue certaines de ces réformes. En 2-3 ans, quand il est arrivé, il en a mené. Mais après, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'il y a eu des mouvements sociaux, parce que maintenant, il y a une assemblée qui est fragmentée. Et je crois que François Bayrou, effectivement, passé le 8 septembre, ira à d'autres objectifs peut-être plus politiques, personnels. 2 dessins de Coco. Alors, au théâtre ce soir, François Bayrou, quelle tragédie. Il s'émeut moins pour nos 2 jours fériés. Et un deuxième dessin, Coco? Et les plus grands économistes sont sur le front avec cette crise, si je peux être utile. Voilà, ça fait longtemps. Merci Coco, merci d'être revenu. Un vrai expert. Merci Coco. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de la semaine, repéré il y a 20 ans par l'émission La Nouvelle Star. Gaël Faure préfère être un artiste jaloux de son indépendance, ou plutôt un artisan, comme il dit, amoureux de la nature. Bienvenue à vous, vous arpentez les champs et les bourgs, les villages et les fermes. Vos tournées sont des moissons et la récolte est abondante. Elle a le bruit des blés. C'est le titre de votre tournée, de votre spectacle, titre hommage à l'écrivain Jean Giono. Un spectacle que vous qualifiez d'ailleurs, Gaël Faure, de permaculturel. Alors qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi, expliquez-nous ce que c'est qu'un spectacle permaculturel. Vous mélangez de multiples disciplines, de multiples arts, c'est ça? Oui, c'est vrai, on a l'habitude souvent, dans la culture qu'on connaît bien, d'aller à un concert, mais ne pas aller dans un concert et une pièce de théâtre, jouer en extérieur.
Donc là, on mélange un peu tout, c'est pour ça que c'est un peu comme la permaculture, c'est un peu le mélange des hauteurs, de saveurs, tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu envie de ça, moi j'ai eu besoin de ça pour me nourrir aussi différemment, parce qu'en effet, comme vous l'avez gentiment rappelé, j'ai commencé il y a 20 ans ce métier, dans lequel je ne savais pas trop ce que je faisais à l'époque. Et heureusement, la vie est bien faite, on grandit souvent. Et je me suis retrouvé avec ce spectacle en sortant un peu des zones de confort, parfois même d'inconfort d'ailleurs, dans lequel on fige l'artiste. Et dans ce mot artiste, je ne me voyais plus non plus. Et c'est vrai que le mot artisan me convient davantage parce que... Davantage de liberté en quelque sorte. C'est ça. Une forme de liberté. Oui, puis de s'offrir aussi un rythme à soi, et pas forcément quelque chose d'usinier. Je propose qu'on regarde un extrait justement de votre spectacle, le bruit du blé. Voici un extrait où vous jouez justement in situ, en plein air, dans une ferme. Écoute, la fleur. Non mais la fleur fruitière. Tu sais comment ça marche? Elle se fait l'amour elle-même. Elle s'appauvrit. Elle se diminue. Elle s'affaiblit. Elle se courbe. Comme tout, comme tout le monde, comme la loi du monde. On voit que vous faites salle comble, et même avec des gens qui sont sur une meule de foin, là on vient de le voir sur les images. Quel est votre public justement dans cet univers assez rural que vous avez choisi, dans lequel vous avez choisi de faire votre spectacle? Merci pour cette question. Oui, c'est le public le plus local possible, justement, parce que en 2018, on avait monté un festival qui s'appelait Le Chant des Colibris avec Pierre Rabhi et Cyril Dion, où justement l'idée c'était un des premiers festivals éco-citoyens, donc c'était vraiment de se rapprocher, et c'est vraiment nous qui allons vers les gens, et pas forcément les gens vers nous. C'est de se rapprocher des gens et d'être au cœur du rural, là où ça fait sens, là où ça travaille, et là où souvent la culture n'est pas. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de rejoindre l'agriculture, justement, et de faire de la pluriculture plutôt que de la monoculture, parce qu'on sait que la monoculture tue, et je pense que ça tue l'esprit aussi des gens. Et c'est vrai que de revenir à quelque chose de l'ordre de la veillée, quelque chose de plus petit, ça nourrit davantage tous les êtres, quoi, je dirais. Voilà. Et alors, pourquoi, ou plutôt évidemment Jean Giono, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à Jean Giono? Quelle a été votre découverte de Giono et quel a été le déclic? Ça a été une très belle découverte à Arles en 2018, quand je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Regain. J'avais d'ailleurs moi-même appelé mon album Regain en 2018, sans savoir qu'il... sans connaître. Oui, c'est ça, c'était mon père paysan qui m'avait dit, tiens, il est beau cette année le Regain. Et je lui dis, mais c'est quoi le Regain? Et il me dit, c'est la deuxième coupe de l'herbe. Et je trouvais que c'était intéressant pour un deuxième album. Et puis je tombe là-dessus. Et puis je me rends compte aussi que le Regain, c'est l'anagramme de graine. Et j'ai trouvé ça joli aussi. Et voilà, tout s'est un petit peu enchaîné autour de cet immense personnage qu'est Giono. Et d'ailleurs, vous faites régulièrement l'éloge de la lenteur. Ça renvoie aussi à vos choix de carrière, j'allais dire, puisque vous étiez dans un label assez connu et vous avez claqué la porte parce que vous vous sentiez oppressé par un rythme toujours plus soutenu pour faire du commercial. Ben oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis on se fatigue de ça. J'espère que tout le monde le sent et le voit. On est dans une société qui nous épuise, dans laquelle on sait même plus parfois pourquoi on avance, vers qui et pourquoi. Et c'est vrai que j'ai décidé de ce choix et de ce rythme un peu plus saisonnier, finalement. L'hiver, j'aime bien me dire que je suis souvent en train de concevoir mes chansons, un peu comme dans de la tanière. Et puis au printemps, on délivre. Voilà, on bourgeonne, ça pousse, et puis on récolte un peu plus tard, les moissons. Et encore une fois, c'est Giono, mais Giono m'a changé ma vie, il m'a bouleversé vraiment, et il m'a donné beaucoup de sens à ce pourquoi je fais encore mon métier. Quoi. Voilà. Vous citez Regain, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup de Giono, qui explique aussi le déclin rural, avec un village où il n'y a plus personne, etc. Est-ce que vous, quand vous voyagez à travers la France des provinces, la France rurale, est-ce que vous constatez ce déclin ou pas? Oui. Quand on arrive vraiment vers les gens, on se rend compte que non. Il y a une force vive très forte dans les petits villages finalement, mais ce qu'on veut nous montrer à la télé, c'est aussi une réalité quand même. Mais moi, ça m'amène beaucoup de joie, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les petits coins de France. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ce métier-là pour rencontrer vraiment les gens, en fait. Giono disait qu'on ne connaît qu'un pays qu'en le traversant à pied. Bon, je ne suis pas encore à la calèche encore avec ce spectacle, mais il y a une idée du slow tour, en tout cas, de plus de lenteur. Ouais, voilà. Cet éloge de la lenteur que vous évoquiez, alors vous continuez cette tournée avec votre spectacle Le Bruit du Blé. Je signale que vous serez le 5 octobre au festival Sème et Sèmeron de Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne. C'est ça. Là. Et puis aussi, alors,
exception, vous allez faire un petit détour par Paris quand même en janvier prochain, mais dans un cadre bien particulier lui aussi, l'Hyper Weekend Festival. Et puis, bien sûr, cette nouvelle saison du bruit du blé continuera au printemps 2026. Hein. Les moissons continuent chaque année. 26, 36, tous les 6. Oui, non, c'est ça. L'idée, c'est vraiment, en effet, là aussi, encore une fois, souvent on fait, merci pour tout ça, souvent on fait une tournée, elle s'achève au bout d'1 ou 2 ans. Ouais. Moi, j'en ai eu marre de ça. Je voulais vraiment être nourri par ces tournées, par ces gens. On va faire aussi un documentaire de ces tournées un peu différentes, et que ce soit sur le long cours. Le spectacle évolue aussi au gré de vos contacts avec le public, justement ? Il évolue pas dans sa Oui, un petit peu. Ouais. On reste avec les mêmes écrits, mais on est pétri par les gens et les régions qu'on rencontre. Donc forcément, ça change toujours un petit peu. Merci Gaël Faure. Le bruit du blé. Le bruit du blé. Ça intéresse quelqu'un. Vous allez voir un dessin de Coco. Vous avez un fan, Monsieur Faure, une petite pièce pour entendre le bruit du blé. Merci Coco, merci Gaël Faure. Et... Je le veux bien celui-là. Merci Gaël Faure et bonne moisson à vous. Alors. Merci à vous. On va tout de suite passer, mes amis, aux photos de la semaine. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine. On va commencer avec vous, Paul Melun. Cette photo nous emmène en Espagne, où le couple royal rend visite à des soldats du feu. C'est ça, qui ont affronté des incendies assez gigantesques en Espagne. Oui, le couple royal n'en est pas à sa première visite. Vous vous souvenez, quand il y a eu les inondations à Peporta et que le chef du gouvernement espagnol, Sanchez, avait été reçu quasiment avec des tomates dans la figure, le souverain y était allé, etc., pour essayer de soutenir les gens. Il faut bien voir que là, le paysage politique espagnol est extrêmement fragmenté autour de cette question. Vous avez Vox, l'extrême droite espagnole, qui utilise cela pour expliquer l'inaction et l'impéritie du gouvernement socialiste. Vous avez le PP qui est rentré aussi dans la mêlée contre Sanchez. Donc ça déchaîne les passions, alors que finalement, je pense que ces incendies, ce serait un sujet qui devrait faire consensus, c'est-à-dire le dérèglement climatique. Et l'Espagne, malheureusement, sera probablement, selon la plupart des experts, le pays d'Europe qui va être le plus touché dans les prochaines décennies par le réchauffement climatique, par le changement de l'écosystème, et qui va en être le plus victime. Donc c'est peut-être aussi un signal d'alerte pour l'ensemble des pays européens, et de dire, finalement, faisons front commun sur ce sujet-là, ne laissons pas l'écologie à quelques-uns, et faisons-en un sujet de société à part entière. Et là aussi, il y a un lien avec cette nature qu'on évoquait à l'instant avec notre invité de la semaine. On va enchaîner avec votre photo, Rokhaya Diallo. Cette photo, elle illustre bien le fait que de nouveaux journalistes ont été tués à Gaza. Effectivement, ils ont été ciblés par des frappes israéliennes alors qu'ils se trouvaient dans un hôpital. 2 frappes successives. Une première qui a donné lieu à la mort de journalistes, et lorsque les autres sont venus pour leur porter secours, ils ont été à nouveau ciblés. Il faut savoir que le génocide qui se produit aujourd'hui à Gaza est le conflit qui a tué le plus de journalistes depuis plusieurs décennies, que la plupart des journalistes aujourd'hui qui meurent dans le monde meurent à Gaza, et qu'on considère, en tout cas beaucoup d'ONG considèrent, qu'Israël frappe délibérément les journalistes, parce qu'effectivement les journalistes de l'extérieur ne peuvent pas venir documenter ce qui se passe, et que les Palestiniens sont les seuls à même de produire des images. Et effectivement, RSF a déposé plusieurs plaintes auprès de la CPI pour justement se poser la question du ciblage des journalistes. Et il faut savoir que cibler des journalistes dans le droit des conflits armés, c'est considéré comme un crime de guerre. Et ce qui se passe aujourd'hui devrait vraiment générer la solidarité des journalistes du monde entier, parce qu'on prive le monde du droit d'informer quant à ce génocide qui est en train de se produire sous nos yeux. Merci Rokhaya Diallo. Et on va finir avec votre photo, Laetitia Stroche-Bonnard, mais on va d'abord passer par le dessin de Coco qui se réfère précisément à la photo choisie à l'instant par Rokhaya Diallo. Coco. Voilà, Netanyahou qui parle, la liberté de la presse, pilier de notre démocratie. Voilà. Merci Coco. Laetitia Stroche-Bonnard, votre photo, elle illustre c'est une fusée qui s'envole, Starship, et un nouveau succès d'Elon Musk. Tout à fait. Après plusieurs échecs, la méga fusée Starship d'Elon Musk a réussi son vol d'essai mardi. Alors pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que je trouve l'exploration de l'espace et la volonté de l'explorer absolument fascinante. C'est quand même une des grandes quêtes de l'humanité, et je me réjouis qu'Elon Musk s'y attelle, et je me réjouis aussi qu'il se consacre à ce sujet et plutôt qu'à la politique, où il ne s'est pas montré très habile. D'accord, vous ne voulez pas envoyer Elon Musk dans l'espace pour autant, c'est pas ce que vous vouliez dire, mais voilà. Non. Vous vouliez saluer ce succès. Merci beaucoup en tout cas, Laetitia Stroche-Bonnard. Et à propos de fusées qui décollent, c'est l'heure d'accueillir sur ce plateau un homme dont vous connaissez déjà bien la voix, mais peut-être pas encore le visage. C'est David Castello-Lopez en personne. Chaque semaine, David, vous allez nous parler d'un objet ou d'une catégorie d'objets. Bienvenue à vous. Merci, Renaud. Bienvenue, David. Et vous allez vous poser à propos de cet objet des questions que pas grand monde à part vous, il faut bien le dire, ne se pose. Votre chronique s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde
des choses. Et pour ce premier épisode, David, vous nous parlez de nourriture industrielle. Oui, moi, la nourriture industrielle, c'est l'une de mes choses préférées sur la Terre, et ce, pour 2 raisons. La première, c'est que la nourriture industrielle, elle est fiable. Jamais un Kit Kat ne vous trahira, jamais un Granny ne vous la fera à l'envers. Ils provoqueront toujours dans votre visage un plaisir, bien sûr d'intensité modérée, mais un plaisir égal, constant et certain. Quand vous vous faites larguer, par exemple, ou que l'un de vos proches décède d'une maladie honteuse, vous pouvez toujours vous tourner vers un Snickers. Car le Snickers est immuable, il aura donc le même goût que lorsque vous étiez heureux. Si vous optez pour ce pamplemousse bio, en revanche, c'est la roulette russe. Il sera peut-être juteux et parfumé, mais peut-être aussi qu'il sera sec et âcre. Et au lieu de vous consoler, ce pamplemousse vous fera tomber plus bas encore dans des niveaux de désespoir dangereux. Je vous l'offre. Ah, c'est pour ça, d'accord. Deuxième raison. Méfions-nous des pamplemousses. Deuxième raison pour laquelle j'adore la nourriture industrielle, raison que je pique un petit peu à Andy Warhol, c'est que la nourriture industrielle a le même goût pour tout le monde. C'est Cheetos au fromage, par exemple. Aucune somme d'argent sur la Terre, même des milliards de milliards, ne vous permettront d'acheter de meilleurs Cheetos au fromage que ceux que je tiens dans ma main. Vos Cheetos, ce sont les mêmes que ceux de Beyoncé. Et ça, je suis désolé, mais ça fait plaisir. C'est pour vous également. Merci. Quand on aime, le truc, c'est quand on aime la nourriture industrielle comme moi, il n'y a pas de meilleur pays au monde que les États-Unis. Et cet été, justement, j'étais à Chicago. Voilà, on voit la ville de Chicago. Là, on va me voir en train de courir, là. Vous voyez ? Oh oui, quelle foulée. Je vous laisse un peu l'image parce que quand même, je me trouve vif et assez sexy. Et comme à chaque fois que je vais aux États-Unis, j'ai passé des heures dans un supermarché américain, spécialement pour voir, si vous voulez, les nouvelles tendances en matière de nourriture industrielle. Bon, première tendance frappante, il y a une explosion de produits industriels qui se présentent non seulement comme bons pour la santé, mais aussi comme bons pour la planète, à l'image de C'est Compote. C'est Compote, une entreprise de compote qui dit d'elle-même, je cite, « Nous sommes une entreprise consciente et équitable et nous nous engageons à élever l'âme de nos communautés ainsi que l'âme de la planète. » Alors moi, je voulais savoir ce que ça... J'avais un peu envie de goûter, pour savoir ce que ça voulait dire. Alors, c'est pas bon, mais en revanche, ça se voit, je pense, sur mon visage, on sent bien l'âme de la planète. Elle est là, et ça fait plaisir. Mais dans ce supermarché, j'ai surtout vu plein de choses exaltantes qui n'existent pas en France. J'ai vu, par exemple, des pommes-potes à la viande, ok ? Arrêtez de faire genre, c'est normal qu'il y ait des pommes-potes à la viande, c'est pas normal qu'il y ait des pommes-potes à la viande. J'ai vu du beurre en spray qui annonce qu'il y a 0 calories dedans, et non seulement 0 calories, mais aussi 0 sel, 0 glucides, 0 lipides. Techniquement, ce beurre, il n'existe pas, et pourtant, il est là, et vous pouvez faire pchit-pchit avec, et c'est génial. J'ai vu et j'ai acheté cette canette de la marque Liquid Death. Liquid Death, c'est de l'anglais, ça veut dire la mort liquide. À votre avis, que contient cette canette de Liquid Death ? Une bonne binouche, non ? Oui, voilà, on se dit que ça doit être une belle bière hollandaise à 10 degrés, vous voyez. Eh bien, c'est de l'eau pétillante, ok ? Donc ça, c'est le génie marketing, c'est-à-dire que vous êtes dans une soirée comme ça, et vous voulez dire non, et vous voulez qu'on vous considère comme un petit peu cool et marginal et sexy, et vous prenez ça, en fait, vous êtes en train de boire de la Badois, et personne ne s'en rend compte. Et enfin, j'ai vu ces Oreos. Goût Selena Gomez. Selena Gomez, c'est une chanteuse. Donc c'est exactement comme si en France, vous aviez des petits écoliers goût Vianney. C'est n'importe quoi, mais c'est génial. Bon, après tout ça, moi je suis rentré à Paris un peu avec des étoiles dans les yeux, si vous voulez, et en me disant quand même que la nourriture industrielle, non seulement c'est une nourriture fiable d'un point de vue gustatif, mais c'est aussi la plus fun des nourritures. Ah oui, voilà. Quelle bonne nouvelle, merci. Et voilà, et ça je vous les donne aussi. Donc, vous m'avez gâté, vous me gâtez ce soir, Espresso Lopez. Vous me gâtez, vous reviendrez la semaine prochaine. Avec plaisir. Je vois quand même que vous ne les avez pas ouverts. Vous ne savez pas quel est le goût, Selena Gomez. Non. Mais je soupçonne qu'on doit y avoir un peu de Selena Gomez. On verra ça tout à l'heure. Merci en tout cas, David. Merci. 2 dessins de Coco. De la pomme pote à la viande avec des morceaux dedans. En effet.
Ça donne faim. Merci Coco. Et un deuxième dessin? Et un deuxième pour finir, Paul Melun se coiffe avec du beurre en sucre. J'y pensais. J'apprécie la mâchoire carrée, Coco. Vous voyez que c'est utile, David, le beurre en spray. Hein, voilà. Alors, enfin, votre petit secret beauté qui a été dévoilé, Paul. Merci, Coco. Merci à tous, les amis. On se retrouve quand? Demain, à la même heure, 20h05. Ou sur Arte pour 28 minutes samedi, son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique. Et puisque, David, à l'instant, vous nous avez fait goûter du Selena Gomez, on va en reprendre un morceau, évidemment. Love You Like a Love Song. Tchuss.